J'ai rencontré Maxime récemment chez un ami qui est ici ce soir, c'est Frank. Puis en parlant, on s'est rendu compte que je ne savais pas pourquoi il n'était pas au courant que Boria existait et inversement. parce que c'était... moi, je suis très au courant pourquoi tu sais qu'il n'existe pas. Ouais, il y a ça. Toi, c'est ça exactement. Tu as un parcours, tu parleras de ce que tu veux. Fait que, en gros, c'est le lien qui nous unit là, en ce moment qui fait qu'il est là ce soir. J'ai parlé avec, il est chercheur à l'Université Laval en santé, mais il y a une twist intelligence artificielle qui est venu me rechercher puis que je trouvais qui était très intéressante de vous partager, de vous présenter. Puis il m'a aussi dit, ouais, ben, je fais plein de fois ça, moi, parler de mes affaires, fait que ça va me faire plaisir, puis je suis bien content. Donc voilà, c'est pour ça que je vous l'amène ce soir. Puis merci beaucoup d'avoir présenté, d'avoir préparé ça, puis de nous présenter ça. Je me mets un timer parce que je suis un bon petit élève. Moi, c'est Maxime. J'aimerais ça commencer super simple. Dites-moi, je vous le jure, je vous fais plus interagir après. Okay? Après ça, je vais juste parler. Je vais vous laisser manger. Faites juste... on va voir. Si ça vous tente d'interagir avec moi après, on verra. J'espère. Levez juste votre main. Si la majorité de votre expertise est orientée génie des infrastructures, génie logiciel, développement logiciel, autour de l'informatique, levez votre main. Fait qu'une grande majorité de la salle, je vais y aller juste en test, mais santé, y a-t-il du monde majeur santé? Ça m'inclut moi. Un autre? C'est bon. Services sociaux, psychologie, travail social, ou autres. Puis si je dis autres, là, les gens qui n'ont pas levé la main, mais vous êtes... Donc, vous voyez que vous n'êtes pas ma crowd habituelle. OK? Soyez gentils avec moi, s'il vous plaît. OK? Je vais parler de choses que je comprends assez bien, mais je ne vis pas comme vous au jour le jour du développement logiciel, le genre de problème auquel vous faites face. Et tout ça, même s'il y en a dans mon équipe, il y en a dans mon laboratoire. Fait que moi, c'est Maxime, je travaille sur l'éthique. Je vous présente l'éthique et la souveraineté de l'implantation de l'intelligence artificielle en santé. Je suis obligé, à toutes les fois que je présente, de dire qui finance mes activités. Fait que c'est ce qu'il y a en dessous ici. C'est tous des gens qui me donnent l'argent pour faire mon travail. Donc, je suis un chercheur des fonds de santé du Québec. La majorité de mon salaire vient de là. Pas de l'Université Laval, même si c'est mon port d'attache principal. Fait que le FRQ paye des gens en plus qui soient professeurs pour qu'ils se consacrent à la recherche, et c'est mon cas. Fait que sur quoi je travaille? Ça marche plus. C'est pas grave. On va essayer de la réactiver. J'ai peut-être trop parlé longtemps. On va voir. OK. Ça a l'air d'avoir marché. Bien. Je travaille là-dessus. C'est grossièrement mon programme de recherche qui est en implantation et impact de l'IA en santé, qui tourne autour de 3 grandes affaires. Faire des cadres de gouvernance, de la collecte de données, de l'audit de l'IA qui est implanté en santé, c'est ce qui m'intéresse majoritairement. La plupart de mes projets sont là-dedans. Ce que vous voyez, c'est des projets financés par des sources de financement fédérales ou autres. J'ai tout aussi l'aspect d'évaluation qui m'intéresse énormément. Moi, je viens de l'évaluation. Ma maîtrise, mon doc, mon postdoc sont là-dedans. Fait que j'aime ça mesurer comment les choses se passent dans le système de la santé. Puis si vous avez déjà fait affaire avec quoi que ce soit qui a rapport à un CIUS ou un hôpital, vous savez que c'est ultra compliqué à mesurer. Fait que ça, c'est mon plaisir personnel. Puis, j'ai un objectif transversal qui va au niveau de l'opérationnalisation des infrastructures. Je vais vous donner un exemple, là, mais en ce moment, au CIUS Capitale-Nationale, on installe une grappe de calcul à l'interne pour pouvoir prototyper de façon assez simple, en circuit fermé, directement dans leur salle de serveur, juste à côté des serveurs du CIUS habituels. Fait que c'est le genre de truc qu'on fait, puis on teste à quel point on est en train de se planter ou que c'est faisable. Fait que ça m'intéresse énormément. OK. Habituellement, je ne parle pas à des crowds comme vous, je viens de vous le dire, fait que j'ai besoin d'expliquer un peu plus, mais pour vous, je vais vous donner juste une image qui vient de Epoch AI, ou je ne sais pas si je le prononce bien, mais que vous avez peut-être déjà regardé. Là. C'est vraiment c'est un bon endroit pour avoir la plupart des données sur les modèles qui sont produits, où sont les grappes de GPU. C'est vraiment une bonne ressource. Puis là, vous voyez
les années jusqu'à 2020, là, qui est la dernière ligne, puis la puissance des modèles, là, le training compute. Et ça commence à s'accumuler en haut, hein, ça va très, 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 très rapidement. Puis en santé, ce qui complexifie énormément, c'est que depuis que l'IA générative est là, ben, il y a d'autres voies de passage que les voies qu'on était habitués de voir, qui étaient plus top-down. Donc, je ne sais pas moi, penser à un algorithme dans un IRM. C'est le genre d'affaires qui se faisait avant 2020. Puis là, ben, on vient d'avoir un exemple tantôt. Le hasard fait bien les choses, là, mais il y a des choses que je vais parler aujourd'hui qui vont connecter direct sur des exemples de choses qui ont été dites tantôt, puis je pense que c'est assez intéressant. Les défis pour la santé, c'est l'offre directe aux utilisateurs. Donc, vous avez eu un exemple tout à l'heure de ça. Habituellement, on passe soit par en haut, par les gestionnaires, par une direction, par la direction des ressources informationnelles. Puis eux, ils décident ou non si quelque chose s'implante, puis après ça, ils en font l'évaluation, la gestion. C'est comme ça qu'habituellement, on fonctionnait. Puis là, ben, tout est bypassé parce que tous les utilisateurs ont accès à des outils ultra performants. On peut parler de ChatGPT, mais on peut parler de Curway, de tous les autres types Donc, c'est un exemple. Ça bypasse pas mal parce que là, l'utilisateur, le clinicien, est maintenant responsable d'un outil qu'il utilise pour son travail. Je ne sais pas si vous voyez la complexité puis les problèmes qui peuvent émaner. On va en parler tantôt. Les solutions complètement canadiennes sont ultra rares. Ici, vous avez une distribution des grosseurs, donc c'est en N de grappes de GPU. Je vais vous la zoomer un peu sur notre situation. Fait que là, vous voyez qu'au Canada, il y en a quelques-unes, majoritairement aux États-Unis. Puis ce que vous voyez, c'est majoritairement celle de l'Alliance pour la recherche numérique, donc TAMIA, que vous connaissez peut-être, ou FIR, qui est du côté de la Colombie-Britannique. Puis après ça, il y en a un ou deux, Azure et AWS, que vous connaissez pas mal plus. Puis après ça, puis je veux dire, pour l'Alliance, les entreprises n'ont pas le droit de déployer dans l'Alliance, c'est que pour la recherche académique. Fait que c'est très, très rare. Donc, soit on passe par... Donc, ici, vous voyez mon petit astérix, parce qu'il ne fallait vraiment pas que j'oublie de vous dire quelque chose. La solution canadienne est rare, mais même si on est dans un serveur sur sol canadien, s'il appartient à une compagnie américaine, il y a des enjeux supplémentaires duquel on va parler tout à l'heure. Fait que c'est un des soucis aussi qu'on peut avoir au niveau éthique, au niveau réflexif, puis au niveau du déploiement, puis de ce qu'on doit faire. Je ne vous l'avais pas dit, mais aujourd'hui, j'aimerais ça vous faire juste réfléchir. Hein? Moi, je ne pointe pas du doigt à personne. C'est juste ensemble, puis pour vous et pour moi, réfléchir à ça ensemble. Puis si vous avez des questions, ça me fait évidemment super plaisir. Ça, c'est un morceau dont on va moins parler aujourd'hui, mais qui est un grand enjeu, qui est l'aspect évolutif. Tantôt, on a eu quelques exemples. Mais habituellement, en santé, on évalue quelque chose, on l'implante, puis après ça, qu'est-ce que vous pensez qu'on fait? Plus rien, probablement. Probablement plus rien, OK? Fait que souvent, ça meurt, soit par la non-utilisation, ou c'est remplacé par quelque chose de plus performant à un autre moment, par une autre compagnie ou quoi que ce soit. Mais là, ici, on a des solutions qui s'améliorent, qui sont de plus en plus performantes et qui restent en place, qui ne sont souvent pas évaluées à l'interne, peuvent être évaluées au niveau de la performance à l'externe, donc hors du système. Puis on n'a pas d'indication comme SIUS, comme établissement public, sur la performance, puis comment ça fonctionne. Fait que, plusieurs petits problèmes. Donc, c'est dans le titre, souveraineté numérique. Je voulais vous parler de ça. Ça fait partie de l'aspect réflexif. Si vous avez jamais entendu parler de ça, la souveraineté et la souveraineté numérique, c'est la capacité à gouverner l'IA. Donc, par la gouvernance de l'IA, on parle des données, on parle des algorithmes, on parle des décisions. Il y a plusieurs autres choses qui pourraient aller là-dedans, mais c'est juste, est-ce que comme personne ou comme institution ou comme nation, donc c'est à tous les niveaux, j'ai la capacité de gouverner ce qui se passe? Okay? C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Quand on a une dépendance technologique trop forte, j'ai utilisé le mot, je devais me trouver intelligent, je m'excuse. Perte d'autonomie. J'ai écrit ça, je l'ai fini un matin, OK? Fait que, excusez-moi. Perte d'autonomie épistémique. Épistémique, c'est par rapport à la connaissance. Donc, on n'a plus d'autonomie par rapport aux connaissances qu'on acquiert puis de prendre des décisions dessus. Quand on a une dépendance technologique trop grande. Fait que si l'institution sort toute de ses murs, ce qu'on voit en ce moment qui est envoyé tout dans les mains de Microsoft pour les universités, les CIUS,
Donc là, on se retrouve à avoir des petits problèmes au niveau de la prise de décision parce qu'on n'a pas les données sur l'utilisation ou pas les données brutes. Donc, on n'a pas de contrôle sur comment elles se présentent. Ça peut être un problème. Les enjeux éthiques que vous pouvez rencontrer par l'absence de souveraineté, bien, c'est les aspects de confidentialité, évidemment, des données. Les hôpitaux, c'est des données sensibles. En santé, c'est des données sensibles. Tous les aspects d'auditabilité, peut-être que vous n'avez jamais entendu ça, puis je suis vraiment content pour vous si vous n'avez jamais entendu ce mot-là, mais c'est, on implante quelque chose, on l'évalue en cycle. Soit c'est fait en continu, soit c'est fait à des périodes, mais on regarde comment quelque chose se comporte. Donc, si on parle d'un modèle d'IA, c'est ah ben là, s'il y a une loupe de réentraînement automatique dedans, il est en train de se biaiser puis sa performance est en train de diminuer. Fait que c'est un peu de ça, ou par exemple, s'il devient dangereux pour un certain sous-groupe, des choses de ce genre-là. Tout l'aspect de traçabilité, évidemment. Je ne peux pas vraiment vous parler de souveraineté sans vous pointer ça. Si vous savez c'est quoi, tant mieux. Si vous ne savez pas c'est quoi, je vous en parle. C'est la loi américaine qui permet la surveillance de toute entité étrangère, qui date de 1984, mais qui a largement été étendue en 2001. Qu'est-ce qui est arrivé en 2001? En septembre. C'est là que ça, si vous avez suivi, ça a été publicisé majoritairement par par Edward Snowden, qui est sorti dans les médias. Puis là, ben, est encore présente aujourd'hui, ce qui donne le droit au gouvernement américain de surveiller toute donnée qui appartient à une entité américaine, donc une compagnie comme Amazon ou Microsoft. C'est pour ça que je vous en parle, c'est que cette chose-là fait qu'on ne peut jamais être sûr à 100%, surtout dans le contexte actuel, que quelque chose est complètement sécuritaire si on passe par ces serveurs-là. Ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste un fait. C'est une chose qui existe, qui restreint nos capacités d'être certains du contrôle de nos choses. Ça va, je ne vous ai pas perdu. C'est encore intéressant, c'est pas trop effrayant, j'espère. Puis on l'a vu puis c'était pas sous Trump en passant, hein? En 2022, on a vu l'action de ça. Quand la guerre en Ukraine a commencé, c'est la Amsterdam Trade Bank, excusez pour mon anglais très boboche en ce moment. Quand la guerre en Ukraine a commencé, il y a des entités russes qui font partie de cette banque-là. Puis, ils transitaient majoritairement par les serveurs des AWS et ont été coupés. Leurs données ont été restreintes et complètement prises par le gouvernement américain. Et c'était Biden qui était en place. Fait que si vous pensez que ça va pas arriver ou que ça ne peut pas arriver, bien, c'est arrivé il y a 3 ans. OK. Si jamais vous ne savez pas que ça existe, le Canada n'a pas les 2 doigts dans le nez puis l'autre sur une fesse, ils font quand même des petites affaires. C'est juste que ça ne fait pas longtemps. Parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, les États-Unis étaient majoritairement un allié. Puis là, c'est plus tant ça, ou on n'est plus sûr puis on ne le sait pas. Fait qu'il y a quand même des actions, majoritairement depuis 2025. Fait qu'il y a quand même 1,3 milliard qui a été investi par le gouvernement du Canada. Si vous connaissez comment coûte l'infrastructure GPU, c'est pas assez, évidemment. C'est même pas 10 % de ce qu'on aurait vraiment besoin. Mais il y a des choses qui se passent quand même. Puis, si vous allez là, le concours est fermé, mais c'est une façon, par exemple, qu'une start-up peut déployer un modèle ou entraîner un modèle avec des grappes qui soit appartiennent à l'Alliance ou soit appartiennent à des entités canadiennes. C'est un concours et on donne accès complètement. Présentement, il est fermé. Ça réouvre aux 2-3 mois, fait qu'il faut surveiller. C'est vraiment, évidemment, c'est pas efficace, hein, vous comprenez. Ça a comme pas, on veut aider des entreprises, mais c'est des concours. C'est un peu niaiseux, mais c'est ça pareil. Ça continue d'avancer. On en voit de plus en plus. Puis les entités canadiennes pertinentes, comme l'Alliance de recherche numérique, poussent de l'avant pour qu'on puisse déployer un peu plus, qu'on puisse ouvrir ce qui est habituellement réservé aux chercheurs. T'sais, moi, à l'Université Laval, il y a un silo rempli de GPU là, sur le campus. Il s'appelle Tamia. Complètement fou. Si vous avez l'occasion de pouvoir juste aller voir le building, c'est hallucinant. Puis il y a 800 grappes de 4 GPU. Fait qu'il y en a en sacrament, là. C'est quelque chose. Mais
Moi, je l'utilise, Tamia. Là. Mes étudiants sont en train de l'utiliser pas plus tard qu'aujourd'hui. Puis, il n'y a pas d'attente. Là. C'est complètement libre. Occasion manquée, là, j'entends votre cerveau, là, mais c'est un peu plat. L'offre directe aux cliniciens, c'est ça il est là mon problème. Fait que je veux vous parler un peu plus de l'éthique, pourquoi on a besoin de réfléchir, pourquoi on a besoin d'un peu mieux se préparer. L'offre directe aux cliniciens, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met dans les mains un outil à un clinicien qui n'a pas nécessairement la littératie numérique pour comprendre comment il marche, puis comprendre comment ça agit sur ses responsabilités professionnelles personnelles. Okay? Qui a un bypass complet du top-down, puis là, on met dans les mains de quelqu'un qui est formé en santé, fait qu'évidemment, il n'est pas formé en informatique, qui n'a pas les bases pour comprendre comment quelque chose comme ça peut soit agir pour lui, pour prendre sa propre décision professionnelle et éthique, là, avec toute transparence. Là, je vous parle de la confidentialité des données parce que c'est elle qui est comme majeure, puis ça fait 15 minutes. J'ai-tu le droit de dépasser c'est assez intéressant pour que je poursuive 3-4 minutes, quand même. Super. Fait que, je vous parle de ça, mais tantôt, on a parlé un peu d'impact environnemental, mais vous pouvez probablement voir un diagramme de veine qui fait personne qui a étudié en santé. Je suis anxieux de donner une claque à un moment donné quand ça va passer. J'espère que ça n'arrivera pas. Fait que vous pouvez... Là, on parle de confidentialité des données, mais évidemment, pensez à impact environnemental. Pensez au diagramme de veine de gens qui sont intéressés à aider les gens, puis ils s'en vont en santé, puis qui sont aussi intéressés à ne pas scraper l'environnement. Okay? Fait que si on comprend mal l'action qu'on fait, qu'est-ce qu'elle a comme impact, bien on n'agit pas en toute transparence. Puis quand, par exemple, quelque chose qui est implanté prend énormément de calculs GPU pour chacune des rencontres patients qu'on a, puis qu'on a à cœur une espèce de protection, si on n'a pas ces informations-là ou la littératie numérique pour être capable de se débrouiller pour prendre notre décision, parce que je ne vous dis pas que c'est bien ou mal, là, entendez-moi bien, mais je vous dis juste que les gens devraient être capables de prendre leurs décisions puisqu'ils sont eux-mêmes responsables. J'ai parlé beaucoup de ça, mais ici, si vous êtes un développeur en santé ou si vous vous intéressez à développer en santé ou partenariat en santé, soyez très conscient que tous les professionnels ici, dans leur ordre professionnel, dans le Code des professions, ont quelque chose qui parle de la confidentialité et de la protection des renseignements personnels des patients qu'ils traitent. Puis regardez comment c'est écrit pour le Collège des médecins. Consignation des communications d'un renseignement protégé, qui sont responsables de le consigner. OK? Donc, si je l'envoie dans le serveur d'AWS, puis que finalement, on faisait de l'espionnage sur nous, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Donc, je ne vous dis pas, encore une fois, je ne tape pas sur les mains de personne, mais c'est important que les gens qui utilisent des choses comme ça puissent prendre leurs décisions pour être sûr qu'ils rencontrent ce qui sont confortables avec leur code déontologique puis leurs propres obligations. Donc, je vais faire ça super simple. Allons vers la transparence motadine. Si vous aviez entendu comment le représentant Microsoft vient parler, je parle de Microsoft parce que c'est une méga compagnie, fait que ça me dérange pas de fesser en dessous de même pendant qu'eux autres, ils me détruisent avec leur capitalisme. Il arrive, puis là, il parle à un groupe, puis il dit « complètement sécuritaire, utilisez Copilote, tout va bien, il n'y en a pas de problème ». Puis là, vous avez des professionnels qui, après ça, ils mettent des données patients ou ils prennent des photos avec Copilote de notes manuscrites pour les retranscrire. Ça n'a aucun sens. C'est un bris complet de leur code professionnel. Mais comment vous voulez qu'ils prennent la bonne décision? Ils ne savent même pas comment ça marche. Il y a à la fois, s'ils vont voir hébergé au Canada, données non réentraînées, c'est ça qu'on leur dit, c'est ça qui est écrit. Mais si on lit les petites lignes, entente de service pour l'analyse qui pourrait peut-être rouler hors de la région, ça se peut, peut-être, mais probablement, parce que c'est beaucoup moins cher de la faire rouler hors sol canadien, puis c'est probablement ce qu'ils font. Mais on n'en a aucune idée parce qu'il n'y a aucune transparence. Fait qu'à petite échelle, on peut agir avec transparence, et je vous invite à le faire parce que moi, je le fais. Qu'est-ce que je fais autre que de vous chicaner un petit peu, mais juste un petit peu comme ça, ou de vous chicaner pour réfléchir? C'est que moi, je forme des groupes de gens puis une génération de chercheurs qui travaillent là-dessus. Puis les gens que je forme, c'est des professionnels que je rencontre, que je leur explique c'est quoi l'IA, comment ça marche, que ça passe dans un serveur,
puis de réfléchir à ce qu'ils font, puis qu'ils puissent prendre des meilleures décisions. La dernière que j'ai faite, c'était au CIUS de l'Estrie, puis il y avait 300 professionnels qui étaient absolument abasourdis que copilote, ce n'était pas sécuritaire. OK? Abasourdis, là. Comme vraiment, eux, tout le monde leur a dit que c'était merveilleux puis qu'ils pouvaient mettre n'importe quelle information identificatoire là-dedans, sans aucun souci. Avant que la CDC devienne complètement un shit show, ils ont fait des affaires bonnes, dont ce bon petit commentaire qui est très, très efficace. Ouais, ben c'est pas mal ce que j'ai dit il y a une seconde. Super quétaine, je m'adore d'être quétaine de même. Des petites clés, Kyo, j'essayais de... Comment on fait pour aller vers l'IA responsable? Ben, tu sais, si on est développeur, on essaie d'agir avec transparence. Si on est des gens comme moi qui s'intéressent à avoir une culture numérique plus responsable, puis des gens qui prennent des décisions en sachant ce qu'ils sont en train de faire, ben, on forme les gens. Puis si on est le gouvernement, ben, on investit à faire des maudites grappes de calcul sur le sol canadien parce que là, on en a besoin. Puis en plus, mettez-moi ça dans le nord, à côté des barrages hydroélectriques. Sacrement, me semble, c'est pas compliqué. Bon, excusez, une petite montée de lait, mais la souveraineté numérique pour l'IA, elle est importante, elle n'est pas assez haute au niveau des politiques parce qu'ils ne voient pas la nécessité de faire ce genre de travail-là maintenant. Mais ça l'est maintenant. Parce qu'une fois que AWS a l'entité du marché, que la plupart des compagnies qui sont rendues plus que 100 personnes ont complètement leur stack sur AWS, puis là, on leur dit « Nos grappes sont prêtes, embarquez avec nous, stoppez tout le développement logiciel de votre entreprise pour quelques mois, migrez tout votre stack logiciel vers une nouvelle infrastructure, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? » Ça n'arrivera pas. Puis AWS vont jacker les prix une fois que tout le monde est enfermé, parce que là, ce qu'ils font, pour ceux qui ne sont pas au courant, ils donnent de la gratuité pendant plusieurs mois, plusieurs années à des compagnies émergentes, puis une fois qu'ils sont bien enfermés, ils ne peuvent plus vraiment bouger. C'est très, très dur. Donc, c'est vraiment le moment. Il est déjà trop tard, en fait. C'est ça. Si vous êtes intéressé par ce qu'on publie dans mon laboratoire, ça vous amène vers mon ResearchGate avec les membres de mon laboratoire, mes co-chercheurs. On a une vingtaine de personnes qui passent de... Donc, j'ai postdoc, doctorant, maîtrise, j'ai des stagiaires qui passent d'intelligence artificielle, génie logiciel, génie physique aussi, des gens qui développent des appareils de tension artérielle collés sur la peau. Puis... la santé des migrants, donc plus du côté équité envers... puis on est même donc, ce qu'on est en train d'implanter dans la grappe de calcul que je vous ai parlé au début, c'est un chatbot pour la périnatalité pour les femmes immigrantes qui est capable de prendre Nintégrandir, pour ceux qui ont des enfants, Nintégrandir. Il prend Nintégrandir, construit dans un RAG assez efficace, puis il traduit en 4-5 langues pour l'instant, qu'on n'a pas encore fini de valider. Puis il l'offre en collaboration avec Nintégrandir. On a construit ça, qu'on déploie en circuit fermé, complètement éthique. C'est le genre de petites choses qu'on peut faire sur genre 20 gigs de VRAM. Là, comme vraiment, ça fonctionne super bien. Là. Fait que, tu sais, moi, ma grappe, je tripe dessus. Là, il y a 2 Pro 6000 dedans. Là, puis je capote bien raide, mais c'est tout petit, là, mini, là, comparé à ce que les autres ont. Mais c'est assez pour qu'on ait du plaisir puis qu'on soit capable d'essayer des choses en toute sécurité avec des CIUS et des professionnels. N'hésitez pas à me poser des questions. J'espère que c'est intéressant. Avez-vous des questions? Oui, on en a. Oui. Tu parlais de FISA aux États-Unis. Répète. Tu parlais de FISA aux États-Unis, là, la loi. Oui, excusez. Oui. Si, ça se peut-tu qu'au Canada, il y a un projet de loi pour faire la même affaire? J'ai comme entendu ça. C'est entièrement possible. Malheureusement, c'est le genre de choses qui sont dans les limbes jusqu'à temps qu'on le voit en projet de loi en Chambre des communes. C'est sûr que quand notre allié se dote d'actions pour faire de l'espionnage, puis en passant, j'ai parlé d'espionnage, mais ça peut être de l'espionnage industriel, hein, ceux qui ont tout leur stack dans AWS. Tout bad, là. Si jamais il arrive quelque chose, je m'excuse, mais c'est ça quand même. Mais on veut probablement se doter du même genre de choses. C'est un peu comme les genres de guerre froide nucléaire. Hein. Si vous faites quelque chose, nous autres aussi, on est prêts. Très possible. Mais ça veut dire que nos alliés s'éloignent tranquillement un peu plus.
mais ils restent toujours aussi proches, malheureusement. Autre question? C'est tout? Oui. Merci. Hey, j'ai eu peur de juste comme... C'était-tu vraiment lassant? Puis je m'en suis pas rendu compte. Tu parles de risque, puis c'est vrai, là, il y a du risque en masse à s'en aller sur le web avec de l'IA et puis tout ça. Mais la majorité des entreprises à l'interne, c'est quasiment inaccessible de se faire un système avec un RAG, puis en tout cas tout ce que tu voudras. Donc, c'est quoi l'alternative? Il n'y a rien, mais là, si on ne travaille pas avec l'IA, on n'est plus compétitif. Puis ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit de plus en plus productif. Fait qu'on est comme à la merci de se faire espionner. Là. C'est ça ton constat, finalement? Plus ou moins. Je vais essayer d'être plus nuancé que ça. C'est un morceau que j'ai dans mes notes, puis que j'ai probablement vu, quand ça a sonné, j'ai accéléré. Je suis absolument conscient que, dans le fond, il n'y en a pas d'alternative pour les entreprises. Concrètement, là, il n'y en a pas. Donc, c'est bien le fun, là, c'est bien beau ce que je viens de vous présenter. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est pas « Ah, maintenant, il faut que j'essaie de tout migrer puis de changer toute mon infrastructure. » En fait, ce qu'il faut essayer, quand on touche à la santé puis qu'on touche à des renseignements personnels, il faut essayer d'être transparent, d'agir avec transparence. Fait que le secret industriel, il faut essayer de le travailler un petit peu mieux pour être capable de dire si c'est des professionnels, il faut être au courant qu'ils ont un ordre professionnel puis qu'eux, ils ont des propres engagements. Puis quand c'est pour les patients, on n'est pas sorti du bois non plus. La loi 25 puis la loi 5 compliquent les choses puis ajoutent des couches de complexité, même pour le système de santé où on est mal équipé, même en ce moment. En ce moment, le système de santé ne remplit pas ce qu'il y a dans cette loi-là parce qu'il faut que chaque patient puisse être capable de donner un consentement modulable. Je peux dire, par exemple, je ne veux pas qu'aucun physio dans le CIUS ait accès à mon dossier. Jamais. C'est ça que la loi dit. Ça n'existe pas. C'est absolument impossible. Essayez juste d'avoir vos données là, aux archives. Ils vont soupirer très fort puis vous donner une réponse dans 4-5 mois peut-être. Fait que la réponse, malheureusement, elle est réflexive. C'est pour ça que j'essayais de dire... mais il faut quand même se propulser à agir en transparence pour aider les individus à faire des bons choix. Il faut juste être capable de laisser les informations disponibles si on est une entreprise, puis d'engager adéquatement les discussions là, avec des entités qui gèrent des données sensibles pour qu'ils comprennent un peu, pas mettre derrière un mur l'entièreté du risque, puis de le partager avec les infrastructures, parce que les DRI sont très, très équipés au niveau légal et pour faire la gestion des données sensibles. Fait qu'ils savent comment outiller, mais c'est un monde idéal. Hein? Tu sais, les chercheurs, on est dans des mondes idéaux. Je rajoute juste qu'il y a Cohere au Canada, qui est une compagnie qui entraîne et héberge leur LLM au Canada à 100%, absolument, qui est canadienne. Fait qu'on a au moins ça. Oui. C'est pas un AWS, c'est pas une super de baie, c'est pas la bouée de sauvetage ultime, mais c'est pas pire. Il y a Mistral en Europe qui a des normes éthiques plus élevées. Mistral, c'est des modèles qu'on pourrait rouler en local aussi. Non, c'est ça. Mais il y a des systèmes comme il y a des serveurs locaux là, qui existent. Il n'y en a pas du tout. Pour les entreprises, là, parce que ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que j'accompagne les entreprises pour l'évaluation indépendante de leur efficacité, mais pour les entreprises, même s'il y a des alternatives, elles ne sont pas compétitives. Fait que si on est une start-up ou petite moyenne entreprise, on est mort dans l'eau là, si on essaie d'aller dans cette voie-là. Ce qui fait que, absolument conscient que pour des entreprises, c'est presque irréaliste. Ce qui n'est pas irréaliste, c'est d'être transparent sur ce qu'il y a derrière. Ça, c'est pas irréaliste, par exemple. Mais pas si vous ne touchez pas aux données sensibles, là, évidemment. Si vous n'êtes pas en santé, on s'en fout. Dans le fond, dans ton travail, tu aides beaucoup les cliniciens, puis tu as beaucoup de formations pour les cliniciens aussi, mais est-ce que ces informations-là puis ces constats-là sont amenés aussi aux instances plus hautes, aux instances gouvernementales, de nommer qu'il y a ces besoins-là, autant pour, là, dans ton cas, les cliniciens, mais pour les entreprises en général? Est-ce qu'il y a de l'écho par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui font que cette information-là est connue ou bien tu ne saurais pas quoi dire par rapport à ça? Je sais quoi dire. Faut que je fasse attention à comment je le dis, puis en plus, je suis filmé. Moi, j'ai des collaborations avec Santé Québec, avec le ministère,
avec aussi Ontario MD qui est en Ontario. Puis, donc, dans mes collaborations avec eux, la majorité de mes collaborations, c'est qu'est-ce qu'on doit évaluer puis à quoi on doit faire attention. Fait que moi, je les équipe, puis après ça, mettons que je leur ai dit « faites ça », bien, ils vont faire ça, à peu près. Donc, souvent, ce qui touche à patients, parce qu'ils ont des lobbies très forts qui poussent parce qu'ils souffrent. Là. Donc, tu sais, quand Carway, ce qu'ils offre, ça permet, donc, on a fait une revue de synthèse, une synthèse de toutes les évidences qui existent sur ce type de système-là, si c'est efficace, si c'est sécuritaire et tout ça. Puis la grande réalisation de mettre un petit peu plus qu'une dizaine d'études ensemble, c'est que ça permet aux médecins de partir à peu près 1h30 à 2 heures plus tôt chez eux. Pas d'être plus efficace pour voir plus de patients, pas juste d'avoir une vie familiale un petit peu plus saine puis équilibrée. Je comprends absolument. Je ferais le même shortcut, je ferais le même. Les choix sont humains. Il n'y a pas énormément de solutions, mais il reste que la collaboration à essayer d'en trouver, c'est quand même assez nécessaire. Parce que les problèmes, ils sont là, puis ils sont grandissants. Ils ne se réduisent pas en ce moment. Là. Parce qu'il y a plus d'entreprises, il y a aussi plus de compétition, ce qui veut dire plus de cachettes, ce qui veut dire moins de transparence. Puis on est peut-être en train de prendre des pas vers des shortcuts, puis on ne le saura pas, puis c'est quand il va y avoir la fuite de données qu'on va le savoir. Quand il y a de la compétition, des fois, on fait des coupures qui ne sont pas nécessairement tripantes. Fait qu'ils sont au courant, mais c'est pas le genre, c'est pas le... Mettons que c'est mon message principal, c'est pas tout le temps celui-là qui est retenu dans mon policy brief qu'on appelle, l'énoncé de politique que j'écris pour ces décideurs-là. C'est bon, hein? Quand ça sera fermé tantôt, j'en rejaserai. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.